Salut! Cette semaine sur Au-delà de la thèse, je t'apporte un épisode spécial Podcaston 2024. Au long de cet épisode, je vais te présenter un organisme à but non lucratif dont la mission est de desservir la communauté des étudiants au cycle supérieur. Comme tu le sais, les assos et les OBNL ont toujours besoin d'aide. Donc si ce projet t'inspire, n'hésite pas à t'impliquer. Bonne écoute! Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'être dans mon quartier, dans des locaux vraiment cool, vraiment lumineux, chez Taisez-vous, un organisme à but non lucratif dont la mission est la mise en place d'environnements physiques, numériques et sociaux qui favorisent la rédaction académique. L'idée, c'est de créer les conditions idéales pour rédiger, que ce soit ta maîtrise, que ce soit ta thèse ou un article scientifique. Et cela selon les meilleures pratiques documentées par la recherche. En plus de créer un espace social, de briser l'isolement et de créer une communauté autour de cette expérience de rédaction qui est souvent difficile, qui est souvent solitaire. Et en tout cas, je trouve ça inspirant que Taisez-vous existe. Donc, bienvenue. J'ai devant moi Émilie Tremblay-Ragg. J'ai aussi devant moi Justine-Anne Rowell et Marion Gingras-Gagné. Bienvenue. Merci d'être aujourd'hui avec moi sur cet épisode Podcaston 2024 de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Merci pour cette invitation. Merci. Peut-être toi d'abord, Justine-Anne, est-ce que tu veux te présenter à l'auditoire de Au-delà de la thèse avec Papa PhD? Oui, avec plaisir. D'abord, merci infiniment pour cette invitation. Je pense qu'on était très enthousiasmés à l'idée d'enregistrer ce podcast avec toi. Donc, moi, Justine-Anne, je suis directrice générale de Taisez-vous depuis le mois de juillet 2023. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que je suis là. Il faut savoir qu'avant ça, j'ai été animatrice à Taisez-vous pendant près d'1 an et demi. Donc, j'ai participé à animer les activités. Je m'y suis fait beaucoup d'amis d'ailleurs. En fait, il faut savoir que Taisez-vous a aussi contribué à la survie de mon mémoire de maîtrise. Puisque j'ai commencé à participer aux activités de Taisez-vous là, dès 2018. En parallèle de tout ça, je suis candidate au doctorat en administration à HEC Montréal. Je suis au cours de ma 5e année de thèse, que j'ai un peu mis sur pause pour embrasser le poste de direction ici à Taisez-vous, mais dans le cadre duquel, en fait, je travaille sur un phénomène qu'on appelle le managérialisme au sein des universités, donc le phénomène par lequel les universités adoptent certaines pratiques issues de l'entreprise privée, et ça a un paquet d'impacts sur la recherche, sur l'enseignement, sur la santé psychologique, et ce sont à tous ces effets-là que je m'intéresse dans le cadre de ma thèse, et donc ça allait de soi de plonger dans l'expérience Taisez-vous pour aller essayer de transformer un peu les pratiques en milieu universitaire à la lumière, non seulement des recherches qu'on fait au sein de Taisez-vous, mais aussi des recherches que je fais dans le cadre de ma propre thèse. Merveilleux, merci. Marion? Oui, en fait, à la base, moi, je suis étudiante en études littéraires et études féministes à l'UQAM. Au doctorat, je suis dans ma 6e année. Donc, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse aux sociétés féminines, monde féminin dans la science-fiction féministe. Donc, en fait, je m'intéresse un peu à savoir comment des autrices ont utilisé la science-fiction, la fiction pour imaginer des mondes alternatifs. Sinon, en ce moment, à Taisez-vous, je travaille dans l'équipe opération. Je suis chargée des communications. Mais il faut savoir que je connais Taisez-vous depuis très longtemps. J'ai commencé à venir à Taisez-vous en 2016 et j'ai porté plusieurs chapeaux au fil des années. Donc, j'ai animé des retraites. J'ai animé beaucoup à l'espace depuis 2017 et également beaucoup en ligne pendant la pandémie quand on était sur Zoom. Et depuis 2020, donc, j'ai fait plusieurs tâches dont la boîte courriel, les communications et tout ça. Merveilleux, merci. Émilie? Oui, moi, à la base, je suis cofondatrice de Taisez-vous depuis 2015. Puis je pense que c'est important de mentionner que j'ai aussi 4 enfants. Donc, les retraites de Taisez-vous m'étaient très utiles lorsque je rédigeais ma thèse pour enlever la charge mentale. Donc ça a été vraiment prolifique pour moi, ces moments-là de rédaction.
Je suis aussi professeure maintenant à l'UQAM, au département de didactique, et membre du CRIFPE, un centre de recherche sur la profession enseignante. J'ai plusieurs intérêts de recherche, notamment sur les stratégies d'enseignement active. Je fais plusieurs ponts avec les activités Taisez-vous, puisque les stratégies actives, on fait ça à Taisez-vous, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, on apprend la rédaction en expérimentant des nouvelles stratégies. Donc, on peut penser au learning by writing là, pour faire référence à un auteur connu en éducation. Puis aussi, je poursuis mes activités avec Taisez-vous, là, donc je suis dans le cercle recherche. Donc, je mène plusieurs activités de recherche là, depuis mon post-doctorat là, pour voir si les activités que propose Taisez-vous sont efficaces. Donc, toujours important là, de continuer à voir si ce qu'on fait à Taisez-vous est pertinent. Merveilleux. Bienvenue sur le balado. Merci. Est-ce qu'une de vous aurait envie de développer un petit peu plus? J'ai quand même présenté très rapidement c'est quoi Taisez-vous, c'est quoi cet espace. On est dans un des espaces, mais c'est quoi la mission de Taisez-vous avec un peu plus de détails que ce que j'ai donné? Oui, évidemment, un peu comme tu l'as dit, la mission de Taisez-vous, c'est de mettre en place des environnements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de rassembler des gens, que ce soit dans un lieu physique, comme un espace de rédaction, comme celui dans lequel on se trouve, des environnements numériques, tu l'as dit, à travers des activités en ligne, que ce soit sur Zoom, évidemment, mais aussi sur des forums, des endroits où on peut se rassembler, discuter, et des environnements, on dit sociaux, parce que l'idée, c'est de se rassembler pour attaquer, en quelque sorte, des tâches qu'on trouve difficile à accomplir lorsqu'on est seul. Donc, le fait de se rassembler nous fait profiter de ce qu'on appelle le flow social, donc l'espèce de phénomène par lequel d'être rassemblé nous permet de moins procrastiner, de trouver le courage de se mettre à des tâches qui sont autrement difficiles et qu'on aurait tendance à remettre à plus tard. Donc, le flow social, j'ai dit dans l'introduction que tout ce qui est fait ici, c'est selon les meilleures pratiques documentées par la recherche. Est-ce que ça, c'est un des aspects qui est basé sur la recherche, qui a informé qu'est-ce que vous faites et comment vous faites, comment vous créez ces milieux chez Taisez-vous? Tout à fait. Donc, les retraites ont commencé en Écosse par une chercheuse qui voulait justement faciliter la rédaction scientifique pour les femmes chercheuses qui publiaient moins que leurs homologues masculins. Donc, elles se sont réunies pour rédiger ensemble. Donc, juste le fait d'avoir un rendez-vous avec un projet de rédaction, déjà en soi, c'est une bonne chose. Ça permet de produire. Auparavant, c'était beaucoup sur la production scientifique là, que les gens, ce sur quoi ils visaient là, lorsqu'ils allaient en retraite de rédaction. Mais nous, à Taisez-vous, on souhaite vraiment que ce soit des environnements favorables et que ça favorise le bien-être. Donc, c'est pour ça que là, je reviens à l'environnement social, bienveillant. C'est pas rare que les participants à nos retraites de rédaction nous disent « Quand je viens ici, je me sens bien, la charge mentale est diminuée, je suis pris en charge. » Donc, c'est vraiment intéressant de partager avec d'autres étudiants et étudiantes les réalités qui sont souvent communes, être parent, étudiant, des fois être isolé, avoir des difficultés avec sa direction de recherche ou autre. Donc, c'est sûr que le partage, les discussions informelles, c'est vraiment au cœur de nos activités chez Taisez-vous. Et juste pour suivre ce que tu viens de me dire, j'ai lu il y a pas longtemps par rapport au TDAH que quelque chose qui ressemble à ce que vous me décrivez, qui est le fait d'avoir juste un corps à côté de toi, augmente ton autorégulation. Est-ce que ça fait un peu partie aussi de ce qu'on trouve quand on est dans une salle? J'ai vu la salle à côté, il y a une vingtaine de personnes qui sont en silence, en train de travailler à faire leur rédaction. Tout à fait. Le fait de savoir que d'autres personnes, au même moment, sont en train de se dédier à une tâche qui est essentiellement difficile plus que certaines autres tâches du quotidien, donc la rédaction, ça permet à la personne de se dire « OK, je reste focus. Moi aussi, c'est difficile, mais je vois qu'à côté, mon collègue à côté de moi, il travaille sur sa thèse. OK, je m'y remets, puis je donne un dernier petit coup, un autre petit 50 minutes. » Donc, c'est sûr que oui, ça a un effet d'entraînement d'être en compagnie d'autres personnes qui réalisent les mêmes tâches difficiles que soi. Et là, à 9h, il y a eu un moment de pause où le café était là et une partie des gens sont allés prendre un café. Il y a aussi un côté d'un rythme organique qui aide aussi à
ne pas voir le temps passer de la même façon ou pas passer, parce que je pense qu'un des problèmes quand on est seul devant notre test, c'est que les mots ont l'air de pas apparaître sur la page, le temps a l'air de passer très lentement. Est-ce que ça aussi c'est voulu d'avoir des pauses qui ont un horaire et d'avoir une salle où on va debout, assis, etc., mais prendre un café, jaser un petit peu et retourner au travail? Ben oui, en fait, c'est vraiment voulu. C'est sûr que la méthode Pomodoro, c'est la méthode avec laquelle on fonctionne. Donc, c'est 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Il y a plusieurs bienfaits, plusieurs idées derrière ça. Tout d'abord, c'est le fait de prendre des pauses à chaque heure. C'est vraiment bon pour nos yeux, pour notre corps aussi, de se lever, de pas être en position assise toute la journée. Mais aussi, c'est vrai que ça crée un rythme. Dans le fond, l'idée derrière ça, c'est tout d'abord de s'installer pour seulement 50 minutes. Il y a quelque chose d'un peu moins intimidant de se mettre au travail pour 50 minutes plutôt que pour 8 heures. Quand on a beaucoup de travail à faire, on se dit, bon, je dois commencer à travailler puis je vais arrêter seulement dans 3 heures. Ça peut être extrêmement difficile, alors que là, on se dit, bon, le Pomodoro commence, j'ai 50 minutes. Je sais que dans 50 minutes, je vais pouvoir me lever, prendre un café. Donc, ça diminue un peu la charge liée à la tâche qu'on fait. Effectivement, durant les pauses, on peut se relaxer, prendre des nouvelles de nos amis, prendre un café, se lever, se déplier, puis ensuite revenir au travail plus facilement. Ça donne plus d'énergie pour toute la journée, donc ça égalise l'énergie en fait. Donc, on peut travailler en général plus longtemps parce que à force de se lever à chaque heure, on est plus, on est moins à bout d'énergie au bout de quelques heures. Donc, pour moi, quand je vous écoute, ça a l'air d'être tout optimisé pour que notre système nerveux il soit plus relax, comme on dit, et qu'on soit moins dans l'anxiété ou dans parce que quand on sait qu'il va y avoir une pause. On peut se dire, OK, là, je vais toffer en bon québécois un petit peu plus. Oui, puis si je peux rajouter, il y a aussi toute l'idée de se donner 50 minutes de travail sans distraction, sans notification. Donc, l'idée de se dire, bon, pendant 50 minutes, je ferme tout, je ne vois pas mes courriels, je travaille de manière concentrée. C'est plus facile de l'envisager quand on a juste 50 minutes. On se dit, à la pause, j'irai voir mes courriels, c'est pas grave. Donc, ça isole aussi une période de temps de travail concentré, sans distraction. Donc, ça aussi, c'est important. Et je pense que c'est plus difficile à faire quand on se dit qu'on va partir pour toute une journée de travail. C'est sûr qu'on va aller voir des courriels, aller voir Facebook, alors que là, on dirait que ça isole vraiment un temps de travail. Oui, on est à l'époque où à chaque seconde, il y a quelque chose qui vibre, quelque chose qui fait ding. Merci Marion. Et avant l'entrevue, tu m'as un peu parlé de l'avant, après taisez-vous pour toi et comment avant ça avait l'air que t'allais nulle part et que après ça t'a vraiment permis d'avancer. Mais on en parlera plus tard. Je sais pas si vous avez d'autres points à ajouter à ce qui vient d'être dit. Oui, Justina a un point à ajouter. Vas-y. Oui, j'allais dire, il faut savoir que la méthode Pomodoro, en fait, elle est prise en charge par Taisez-vous, c'est-à-dire que si un étudiant, une étudiante vient participer à nos activités, ce sont nos animateurs, nos animatrices qui s'occupent de gérer le temps. Donc, on arrive ici et on se fait prendre en charge, on se fait dire, allez, c'est l'heure de se mettre au travail, puis, c'est l'heure de prendre la pause. Et donc, ça enlève, tu le nommais, Marion, une partie de charge mentale liée au fait de devoir puiser dans sa propre volonté pour se mettre au travail. Donc, on est entouré de gens qui se font dire un peu, ben, vas-y, c'est l'heure, là, mets-toi au travail. Puis ça aide beaucoup à se laisser porter, en fait, par la méthode aussi. Et ça évite que les gens continuent de discuter pendant des minutes et des minutes. À un moment donné, l'animateur dit, OK, c'est le moment de s'y remettre. OK, oui, on s'y remet. Donc, je pense que c'est un avantage aussi pour la procrastination. Oui, parce que c'est vrai que la procrastination a ce caractère un peu insidieux elle nous prend une seconde, après elle nous prend une minute, après elle nous prend 5, et à un moment donné, on a passé 30 minutes à procrastiner. Moi, quand j'étais au baccalauréat, je me cachais à la bibliothèque pour travailler parce que travailler avec d'autres personnes, c'était sûr qu'on n'allait jamais travailler ou qu'on allait travailler puis parler à l'infini. Donc, en dehors de Taisez-vous, j'ai étudié la méthode Pomodoro avec des amis ou des groupes de recherche, tout ça. Et ça organise le temps. On part pas pour des discussions d'une demi-heure. On revient parce que c'est important d'avoir du temps pour discuter puis pour partager, mais on sait que c'est ça, c'est structuré, puis on part pas à l'infini pour des heures de discussion. Puis voilà, ça encadre beaucoup, en fait. Ça évite des discussions, c'est ça, qui partent. C'est vrai qu'on est des êtres sociaux. Et maintenant, on est des êtres qui sont accros à des petites choses qui sont dans nos poches et qui vibrent et qui nous donnent des notifications et qui sont ingénieurés pour aller chercher notre attention plus que tout au monde. Donc, c'est sûr que d'avoir toute cette condition-là, cette espèce de safe space, pas dans l'acception
typique de la chose, mais de un safe space intellectuel et mental, c'est vraiment, vraiment intéressant et je vois pourquoi ça marche. Maintenant, on a parlé de la mission, on est déjà un peu allé dans la méthodologie et la science derrière, mais on n'a pas parlé de l'historique. Donc moi ici, je suis dans Villeray, dans le local de Villeray de Taisez-vous. Depuis quand c'est ouvert? Depuis quand Taisez-vous existe? Émilie, tu nous as parlé de d'où ça vient et de comment ce système ou cette méthode a été développée pour aider les femmes à plus publier. Mais c'est quoi l'histoire de Taisez-vous? Comment c'est né? Comment on est rendu où on est aujourd'hui? Alors, c'est Sarah Mathieu-Chartier qui a eu l'idée au début, en lisant des textes et en se questionnant sur elle-même ses façons de travailler sur sa thèse. Elle allait toujours dans des cafés. Puis elle disait, quand je suis entourée de personnes, j'aime bien mon expérience. Alors, pourquoi pas réserver un chalet puis aller rédiger avec des amis? Donc, comme je faisais partie de son cercle d'amis, j'ai reçu le premier courriel initial et j'ai tout de suite répondu, OK, quand tu as des bonnes idées comme ça, tu fais appel à moi. Moi, je suis bonne dans l'organisation et je vais t'aider. On va faire ça en équipe. Donc, on s'est allié de plusieurs partenaires, mais aussi, on a rapidement vu que ça nous prenait des spécialistes en pédagogie universitaire. Ça nous prenait une recension des écrits de la littérature puisque en à peine 4 jours, nous avions 40 nouveaux amis qui souhaitaient venir avec nous en retraite, mais on les connaissait pas tous. Donc, ça a vraiment fait boule de neige. Ça nous est apparu comme un réel besoin puisque plusieurs personnes semblaient manifester l'intérêt de venir se réunir avec nous. Donc, on est allé dans un super chouette endroit qui nous a permis de tester plein d'affaires à Saint-Alphonse de Rodriguez. On était les 40 dans un même dortoir, un genre de camp de vacances. On a fait des pistes d'hébertisme, on a mangé pas à notre faim. Ça nous a permis vraiment de voir que les conditions optimales pour la rédaction sont très importantes. Si on ne dort pas, si on mange pas assez bien, si on fait pas des ressourcements puis du plein air, ça peut nuire à la rédaction scientifique. Donc, c'est là qu'on s'est dit, ça nous prend des conditions un peu plus optimales. Et là, on a commencé à rechercher des partenaires, là, des endroits de villégiature qui correspondaient à certains critères qu'on a établis là, en fonction de notre première expérience. Donc, on a fait plusieurs itérations avec des sondages aussi auprès des participantes, ce que vous aviez aimé, pas aimé. Puis à un moment donné, on a eu un modèle un peu plus stable, si on veut, et depuis ce temps-là, on le roule comme ça, là, le modèle des retraites de rédaction sur 3 jours. C'est plus de 20 heures de rédaction en 3 jours. Il y a très peu d'ateliers. C'est vraiment un endroit pour aller écrire. Donc, c'est ce qu'on a convenu là, comme modèle idéal là, pour les retraites de rédaction. J'ai croisé quelqu'un hier qui a gagné un tirage de livres sur le balado et elle a fini son doctorat, mais elle part en retraite dans la prochaine retraite. Elle m'a dit c'était où, puis ça avait l'air vraiment cool. Puis elle dit qu'elle adore ça et elle a vraiment envie de faire sa prochaine. Donc on est à plus de 100 éditions de Taisez-vous. Puis ici, l'espace Taisez-vous, ça a été créé un petit peu plus tard dans le processus, 3 ans plus tard, suite à la fondation de l'OBNL. Puis dans le fond, on a trouvé le local ici en marchant sur la rue, on trouvait que c'était lumineux, un de nos critères essentiels, et des grandes fenestrations. Donc, on a travaillé pendant 1 an avec le propriétaire de l'édifice, mais aussi une firme de design d'intérieur pour que ce soit là, les couleurs, tout soit réfléchi en fonction des données de la recherche. Toujours, on a cette petite fibre importante à Taisez-vous là, au niveau des données de la recherche, puisqu'il est favorable à la concentration. Est-ce qu'il y a d'autres places à part celle ici dans Villeray? Il y a eu des projets pilotes d'espaces de rédaction qui ont pris place à Québec. Il y a eu des débuts de projets pilotes à Sherbrooke, à Ottawa aussi, avant la pandémie. On a dû plier bagage rapidement, mais c'est toujours dans les plans de déployer des espaces ailleurs. Il faut savoir que dans la dernière année, on a commencé à louer aussi un espace adjacent à notre espace de rédaction principal, qui est maintenant l'espace ALT, dans lequel on peut recevoir une quinzaine étudiantes supplémentaires, et donc qui offre un espace un peu plus petit, mais tout aussi propice là, à la rédaction. Et tu m'as dit, Émilie, plus de 100 retraites. Combien de retraites il y a à l'année? Les gens qui seraient intéressés, c'est ça. Est-ce que, parce que pas tout le monde tombe en rédaction en même temps, est-ce qu'il y en a plusieurs par année, comme printemps, été, automne, hiver, comment ça marche?
Oui, absolument. Donc, on a des retraites de rédaction à toutes les saisons. On sort une programmation de retraite 3 fois par année, donc pour chacun des trimestres. On offre une quinzaine de retraites, même plus que ça, presque une vingtaine de retraites par année maintenant. Donc, entre 5 et 8 retraites par saison. Dans différents sites, il y a des sites qui sont plus près de Montréal, d'autres plus près de Québec, même dans Charlevoix. Puis, on varie les sites là, d'année en année. Donc, quelqu'un qui serait intéressé à s'inscrire devrait, je suggère, s'y prendre d'avance, puisque nos retraites sont souvent rapidement pleines. Il reste, je pense, au moment où on se parle, moins de 5 places, je pense, dans nos retraites d'hiver. Par contre, on va sortir très bientôt nos retraites pour la session d'été, qui sont toujours très réjouissantes parce qu'elles sont accompagnées souvent de lacs et de piscines. Je le souligne parce que ça fait partie des activités de ressourcement qui nous aident à passer à travers une retraite de rédaction. Donc voilà. En fait, tu me donnes tant la perche pour te poser la question que je voulais. Émilie, tu as parlé la première session. D'ailleurs, 40 personnes pour une première, c'est comme wow déjà. Là, mais tu as parlé d'hébertisme, tu as parlé de bien manger. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi une retraite en termes de ces activités de ressourcement et de qu'est-ce que quelqu'un peut s'attendre à faire et à vivre quand elle part en retraite? Ben, comme Émilie le disait, une retraite, c'est plus qu'une vingtaine d'heures de rédaction. Donc, c'est vraiment le cœur de cette activité-là. Mais tout dépendant des sites d'hébergement dans lesquels on va avoir accès, par exemple, à des réserves naturelles dans lesquelles on peut aller faire des randonnées, aller faire un peu de courses, souvent animées par Marion, d'ailleurs, lorsqu'elle est présente. Sinon, on pense à des activités, certains sites où on peut aller se baigner dans un lac. On va souvent à la station de biologie des Laurentides à Saint-Hippolyte, où là, on peut aller se baigner avant et après chacune de nos tomates. C'est quand même très motivant. Sinon, évidemment, ben comme animateur, comme animatrice, ça nous arrive d'animer des activités sportives, un jeu de frisbee, un jeu de molki, et donc toutes les pauses sont propices à des activités qui nous permettent de bouger puis de respirer, mais on a aussi certaines activités plus relaxantes. On va avoir des petits ateliers de méditation parfois, un peu de yoga. On va avoir par exemple, des discussions informelles aussi qui sont organisées souvent au moins 1 heure par retraite. On va demander aux participantes de quoi avez-vous envie de jaser? Y a-t-il des enjeux que vous aimeriez soulever pour qu'on en discute ensemble? Et donc, ça fait souvent partie des retraites que de discuter, par exemple, de la culture de performance dans le milieu universitaire. Et là, de dire comment nous, on réagit, on survit dans ces contextes-là. Donc, ça fait des espaces d'échange qui sont à la fois informels, mais un peu structurés par notre équipe d'animation. Donc, c'est un mélange de rédaction, d'activités, de repas communs aussi. Il faut savoir qu'on mange tous et toutes ensemble dans une grande salle. Donc, on essaie de se promener aussi, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est l'heure où là, on parle de nos projets, où souvent, on a des nouvelles idées aussi dans ces moments-là, puisqu'en verbalisant ce sur quoi on travaille, ça nous aide à se faire une tête. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça, là, les retraites. Ouais. En tout cas, tu sais, si je pouvais voyager dans le temps et que Taisez-vous soit là à l'époque, j'aurais vraiment aimé ça. Je vois plein de côtés positifs. Clairement, le côté communauté, le côté être avec d'autres gens, c'est au centre de tout ce que vous offrez. Un des bienfaits que je vois et en tout cas que j'en parle souvent avec des gens qui sont en thèse. C'est que souvent, quand on est en thèse et qu'on est un peu dans cette solitude pour une raison ou une autre, on pense que les défis qu'on a, les obstacles qu'on frappe, c'est juste nous. Et là, quand c'est impossible qu'avec 20 personnes, même une dizaine de personnes qui sont un peu dans la même étape que toi, que tu vas pas comprendre que finalement, d'autres gens sont aussi en train de passer les mêmes choses et eux, ils ont peut-être des solutions et des façons de faire qui vont t'aider à dealer avec un bon québécois et donc à composer avec ces problématiques-là. Mais après, en plus, cette pollinisation croisée de peut-être même avoir des nouvelles idées pour ta recherche, ça c'est encore la cerise sur le sundae. Je trouve ça vraiment, vraiment épatant et ça doit être de très, très belles expériences. J'aimerais en parler avec Marion comme quelqu'un qui a participé, mais là clairement maintenant tu animes aussi, donc il y a un autre côté là. Mais avant ça, tu as dit après une tomate. Et j'aimerais que tu vulgarises un peu cette question de la tomate, l'analogie de la tomate. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus?
Oui, absolument. Donc, il faut savoir qu'à Taisez-vous, on a tout un langage qui nous est propre, qu'on aime utiliser pour décrire nos méthodes, nos activités. Donc, la tomate, c'est l'unité de temps par excellence. Donc, c'est le Pomodoro qui comprend le 50 minutes de travail et le 10 minutes de pause. La méthode Pomodoro, comme on en a parlé tout à l'heure, Marion, c'est une méthode qui a été à la base conceptualisée là, pour faciliter le travail des travailleurs et travailleuses autonomes qui avaient du mal à se mettre au travail, qui avaient tendance à procrastiner, à se laisser emporter par, on disait, les courriels et tout ça. Et donc, l'unité de mesure est vraiment la tomate. Et donc, nous, ici, on parle en termes de tomates. On se dit, samedi, je ferais peut-être 3 tomates dans un café. Veux-tu venir avec moi? Ce soir, je vais juste rester pour 2 des 4 tomates. Donc, nous, on a, par exemple, à l'espace Taisez-vous, des blocs de rédaction de 4 tomates, donc de 4 heures de travail et alternance avec des pauses. Donc, c'est vraiment notre expression chouchou, la tomate. Cette méthode qui a été créée pour les travailleuses autonomes, ça vient de Francesco Cirillo, qui était un Italien et qui calculait ses temps de travail avec une petite minuterie en forme de tomate, et donc d'où l'expression Pomodoro, tomate. La réalité, je pense, c'est que la tomate en tant que telle est vraiment bruyante. Là, elle fait tic, 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 tic. Ouais. Fait qu'on pourrait pas travailler avec elle, mais il faut aussi savoir qu'à la base, le Pomodoro, tel que Francesco Cirillo l'a implanté, c'était du 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Taisez-vous l'a adapté à la rédaction universitaire parce que c'est un petit peu trop court, 25 minutes, pour rentrer dans son projet, écrire un peu. Donc, 50 minutes, ça convient mieux, puis ça fait une belle heure tout ronde. Maintenant, j'ai très envie de passer un peu à la question que j'ai pour Marion, mais je ne sais pas si c'est toi qui vas pouvoir répondre à cette prochaine que je vais poser. Là, on parlait des retraites. Donc, aller quelque part un peu en région, dans la nature, où déjà, on coupe un peu les liens mentaux avec la ville, avec tout ce qui vient avec. Mais comment ça se passe ici? Comment est-ce qu'on commence à venir à l'espace Taisez-vous? Et comment ça se passe? Tu as déjà parlé de blocs de 4 tomates, mais moi, j'ai déjà vu les installations, il y a des tables, les gens sont dessus avec leur ordi, très, très, très concentrés, ça, on le sent, la concentration, mais comment ça marche, ces gens-là? Comment est-ce qu'ils s'abonnent au service ou comment est-ce qu'ils commencent à faire partie de la communauté? C'est très simple. En général, c'est une personne soit qui passe sur la rue, qui voit l'espace ou qui en entend parler par un ami, une amie. Dans le fond, pour venir à l'espace, c'est simple. Il suffit de se créer un compte sur la plateforme, donc boutique.taisez-vous.org. En se créant un compte, donc courriel, mot de passe, tout ça, il y a automatiquement un bloc gratuit qui vient avec la création du compte. Donc, c'est possible donc de venir essayer l'espace une première fois. Pour ce faire, il suffit d'aller dans l'horaire de l'espace Taisez-vous et de vraiment réserver. Donc, par exemple, jeudi matin AM, je réserve un bloc et de venir ensuite de profiter de l'espace et tout ça. Si on décide qu'on veut revenir, c'est vraiment facile aussi. Il suffit de se procurer un membership. Donc, Taisez-vous fonctionne sur une base de membership. Donc, pour les étudiants et étudiantes, c'est 25 $ plus taxes par année. Et ensuite, il suffit de se procurer des blocs de rédaction, soit à l'unité, soit en bloc en paquet de 11. Et donc ensuite, avec cette banque de blocs-là, on peut réserver des blocs dans l'horaire sur le site. Il y a donc des blocs à l'espace Taisez-vous du lundi au samedi AM, PM, ainsi que lundi et jeudi soir. À l'espace Alt, il y a des blocs presque tous les jours, AM, PM, sauf le mercredi PM. Donc, des blocs qui sont plutôt réservés à la communauté BIPOC. Il y a aussi une cohorte qui prend place le samedi dans l'espace Alt. On pourra peut-être reparler des cohortes et des services un peu plus tard. Et donc, une fois qu'on a réservé le bloc sur la plateforme, on arrive à l'espace Taisez-vous, on choisit une place dans l'espace, on se prend un café, on s'installe et on attend que le bloc commence à 8h10. Et ensuite, voilà, on se laisse porter par le flow de l'espace. Se laisser porter, c'est tellement, je pense à mon expérience de passer à travers et se laisser porter, ça faisait pas partie de mon vocabulaire ou de mon imaginaire. C'est vraiment, c'est réconfortant de penser à ça comme ça et je le vois, je le sens que ça marche. Juste en voyant comment les gens ils sont, comment les gens ils sont concentrés dans ce qu'ils font.
On a fait des études sur les retraites de rédaction, puis on a fait une étude quasi expérimentale qui a démontré que les étudiants qui participaient aux retraites de rédaction, justement, avaient un plus de plaisir dans la rédaction. Donc, ça fait un lien avec ce que tu disais. Donc, de rédiger en compagnie d'autres personnes, c'est positif, notamment sur le flow dont on parlait, là, donc d'entrer dans une espèce d'état là, de concentration et de motivation à écrire quelque chose et vouloir s'y lancer et poursuivre surtout. Maintenant, Marion, je voudrais continuer avec toi. Tu m'as mentionné avant l'entrevue que le avant Taisez-vous et après Taisez-vous, c'était un monde de différence pour toi. Est-ce que tu peux rapidement nous dire, t'étais où, tu sais, comme émotionnellement, mentalement, avant, quand tu te mettais en mode rédaction, et comment ça t'a débloqué? On en a déjà parlé de la méthode, mais toi, comment tu as vécu ce changement et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce avant-après Taisez-vous dans ton expérience de rédaction? Bien sûr. Dans le fond, je pense que c'est important comme je l'ai mentionné là avant l'épisode, de dire que quand j'étais au baccalauréat, j'étudiais en études littéraires, tout se passait assez bien. J'avais mes cours, je faisais mes travaux. Bon, j'avais pas de difficulté à me mettre au travail. Et le passage aux études supérieures a été un peu difficile parce que soudainement, t'as plus de séminaires. J'avais fini mes séminaires, donc j'étais chez moi, sans horaire, assez isolée. C'est comme si soudainement ça fonctionnait plus, j'arrivais plus à me mettre au travail tous les jours par moi-même. Je pense que ce qui était difficile, c'était j'avais beaucoup de travail à faire, puis pourtant j'aimais ce que je faisais beaucoup, mais de me mettre au travail tous les jours, jour après jour après jour, sans structure, toute seule chez moi, c'était très difficile. Je procrastinais beaucoup et c'est comme si je portais une très grande charge. Souvent, je le dis, c'est comme si je devais me gérer en tout temps, sur tous les points, et j'avais beaucoup de difficultés à accomplir du travail, à avoir de la satisfaction dans mon travail et à juste commencer à travailler. C'était rendu vraiment... C'est comme si tranquillement, il y a des patterns de procrastination qui se mettent en place. Et c'est devenu vraiment difficile de travailler par moi-même. Et je pense qu'au début de ma maîtrise également, j'avais un horaire un peu plus erratique que je l'ai maintenant. Donc, je commençais à travailler chez moi dans l'avant-midi, pas à une heure précise. J'avais des rendez-vous un peu partout. Donc, c'était comme difficile pour moi d'avoir un horaire qui me permettait d'être efficace dans la rédaction parce que je revenais à 2h l'après-midi, il fallait que je travaille, j'avais pas l'énergie. Ou bien, j'avais tellement de travail à faire que je me disais, OK, là, demain matin, je commence à 7h. Puis là, mais c'était super angoissant parce que, je veux dire, je savais que j'avais tellement de travail à faire que j'avais pas envie de m'y mettre. Donc, c'est comme créé beaucoup de stress pendant mon début de la maîtrise et j'avançais pas vraiment. Puis c'était très difficile parce que, comme je disais, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais mon travail, j'aimais mon sujet de maîtrise. Et j'avais pas du tout de plaisir, là. C'était extrêmement angoissant. Et par hasard, en fait, je pense même que c'est Émilie. J'avais croisé Émilie tu étais dans une table à l'UQAM pour faire la promo pour Taisez-vous. J'avais dû passer, t'avais comme donné un petit flyer ou je sais pas trop. Puis c'était resté dans ma tête. Puis j'avais vu ensuite, je pense sur Facebook, une publicité pour les retraites de rédaction. Puis moi, je suis très... j'adore essayer des nouvelles choses. Je suis comme, mon Dieu, j'adore ce genre de choses-là, des petits séjours à l'extérieur de la ville. Donc j'avais tout de suite... je m'étais inscrite à la retraite de rédaction. C'était en 2016, en novembre. Donc, ça fait un moment déjà. Et donc je me suis rendue à cette retraite-là. J'avais fait mes devoirs, c'est-à-dire que j'avais préparé un peu ma retraite. Je savais qu'il fallait que j'écrive le début de mon chapitre 1. Et j'avais donc, j'étais arrivée à la retraite, j'avais commencé à rédiger, j'avais été un peu pris dans le flow justement de la rédaction, vu que j'étais entourée de plein de gens, j'étais très productive, puis il y a comme une espèce d'excitation là qui est apparue là. J'étais comme, mon Dieu, c'est tellement le fun, ça va bien. Voilà, donc je me suis vraiment laissée porter par la méthode. J'ai adoré mon expérience. Et là, évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'espace Taisez-vous en ville. Donc, quand je suis retournée chez moi, j'étais un petit peu comme, OK, là, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis inscrite à plusieurs autres retraites par la suite. Mais aussi, ça, c'est intéressant. On peut revenir à l'époque où est-ce que, quand il n'y avait pas l'espace Taisez-vous, on se rejoignait dans des cafés pour travailler. Donc, on était plusieurs dans mon cas de dire, bon, là, c'est vraiment le fun, les retraites, mais quand on sort des retraites, on n'a pas de moyens pour continuer à être aussi productif
productif. Donc là, il s'est mis à avoir des invitations sur Facebook de « OK, je vais être au café, donc Café Perco, moi, c'était mon repère, jeudi de 8 à midi, qui vient avec moi? » Donc là, on se rejoignait puis on essaie de recréer un peu la magie des retraites dans des cafés, dans des bibliothèques. Puis pendant au moins une année ou deux, là, je me suis promenée chez des gens. Maintenant, on se trouvait, OK, une semaine dans tel appartement, tous les jours, on se retrouve, on fait des tomates ensemble. Puis éventuellement, l'Espace Taisez-vous a ouvert à Montréal en 2018 et je suis devenue une très fervente utilisatrice. Et ça, je le dis souvent à la blague, mais j'ai participé à la 100e retraite récemment. Moi, ça faisait quand même très longtemps que je faisais des retraites. C'est vraiment quelque chose qui a fonctionné beaucoup. Ça fonctionne avec, je pense, mon tempérament. J'aime ça être entourée de gens. Je trouve ça très motivant aussi de juste aller travailler, entre guillemets, le matin. Moi, maintenant, je viens à l'Espace Taisez-vous quasiment tous les jours. Je me pose pas de questions aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, je commence quand, tu sais. Je me lève, je prends ma douche, je fais mon lunch, je vais travailler. Ça structure mes journées, ça structure ma rédaction. Je sais que quand je suis ici, je suis productive, je ne procrastine pas ou presque pas. Je veux dire, évidemment, toutes les journées sont pas pareilles, puis il y a des journées qui sont moins productives que d'autres, des journées où est-ce qu'on est plus découragé, mais en général, ça me donne une stabilité émotionnelle et de travail. Donc, je sais que je vais être productive. Puis voilà, j'ai vraiment adopté la méthode de Taisez-vous. Puis tantôt, ce que je disais, c'est que ça a vraiment changé. En fait, ça a un peu sauvé mon mémoire de maîtrise. Puis anecdote, en fait, au début de l'année 2017, j'allais à des retraites de rédaction de temps en temps. Quand je pouvais, puis j'avais un gros creux. C'était très, très difficile. Je devais déposer mon mémoire... En fait, c'est début 2018 parce que je devais déposer mon mémoire en mai. C'était la catastrophe, c'était extrêmement angoissant. Et j'avais essayé de commencer à travailler début janvier, dès le 3 janvier, en me disant, bon, là, on s'y met pour vrai. Après 2 jours, j'étais découragée, c'était difficile. Puis j'ai croisé un ami de Taisez-vous dans un café pour, je pense, ou dans un bar pour sa fête. Puis il m'a dit, ben c'est drôle qu'on te croise parce que nous, on est chez Anaïs depuis 2 semaines, puis on est tout le mois là-bas. Elle, son voisin est parti en vacances, donc on prend son appartement comme en échange de nourrir ses chats. Donc viens-t'en, tu sais. Fait que moi j'ai fait oh mon Dieu, fait que là pendant 1 mois, ça m'a vraiment sauvé en fait, ça a sauvé mon mémoire. J'avais des gens avec moi, puis j'ai vraiment pu avancer. Donc c'est ça. Pour moi, c'est extrêmement important. Taisez-vous, je trouve que ça amène beaucoup de choses. Maintenant, ici, j'ai des amis, j'ai des collègues. Puis quelqu'un récemment m'a dit, quand j'étais à la maîtrise, j'ai vécu beaucoup d'isolement. Puis on dirait que j'en vis plus tant que ça. Je trouve que c'est vraiment une très grande richesse. Puis c'est ça, j'enfile les retraites depuis 2016. Donc voilà. Très bien, Marion. Là, tu as parlé de participer à des retraites, à plein de retraites. Ça a sauvé ton mémoire de maîtrise. Et on comprend très simplement et facilement pourquoi avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Maintenant, combien ça coûte pour si quelqu'un qui écoute, qui se dit, bon, peut-être je veux sauver ma maîtrise moi aussi. Combien est-ce que la personne, il faut qu'elle mette d'argent de côté pour participer, mettons? Oui, alors effectivement, là, nos activités ont des coûts, surtout lorsque ça comprend un séjour à l'extérieur, des repas, l'hébergement, etc. Donc forcément, nous, ça coûte quelque chose. Donc, pour une retraite, ça va coûter entre 300 et 330 $ pour y participer, une retraite de 3 jours à l'extérieur de la ville. Mais ce qui est super intéressant pour les étudiants et étudiantes qui souhaiteraient participer et qui se disent « Oh mon Dieu, je n'ai peut-être pas ces fonds », c'est que, en fait, de nombreuses universités, départements, facultés, centres de recherche offrent des bourses à l'inscription aux étudiants. Et donc, nous, on a, mon Dieu, Marion, peut-être tu saurais nous dire combien peut-être de partenariats, mais tu sais, au moins, je dirais au moins une vingtaine de partenariats qui permettent d'offrir des bourses aux étudiants pour, par exemple, s'acheter un membership annuel, participer à une retraite, participer à certaines activités spécifiques, acheter des blocs de rédaction. Et donc, au début de chaque trimestre, on va annoncer là, une série de bourses disponibles qui sont offertes par les universités et les étudiants de ces universités-là peuvent utiliser ces crédits-là en quelque sorte pour se procurer un membership ou s'inscrire aux activités. Ceci dit, les bourses sont d'une certaine façon limitées, c'est-à-dire c'est quand même premier arrivé, premier servi, mais chaque session, on en ajoute davantage. Évidemment, lorsqu'on doit augmenter nos tarifs, on augmente aussi le prix de ces bourses-là. Donc, ça fait partie du soutien que Taisez-vous tente d'offrir en collaboration avec les universités, bien sûr, aux étudiants et étudiantes qui souhaiteraient participer aux activités parce qu'on sait que la réalité étudiante est aussi une réalité de précarité financière. On parle pas juste d'isolement social, là, on parle de précarité financière. Ce ne sont pas tous les étudiants qui ont accès à du financement.
Puis souvent, en fait, les étudiants qui ont eu accès à du financement, même si c'est des bourses des organismes subventionnaires, souvent quand ils se retrouvent en période de rédaction, ils ont terminé ce financement-là. Ils ne reçoivent plus beaucoup d'argent, ils doivent parfois travailler en parallèle. Ce sont aussi, puis on entre peut-être dans un autre sujet, mais ce sont parfois et de plus en plus souvent des parents étudiants aussi qui ont des responsabilités familiales et qui n'ont pas nécessairement là, des centaines, voire des milliers de dollars à dépenser chaque année en retraite. Donc, il faut pas hésiter à faire appel à ces bourses-là. Elles sont là pour ça. Et donc, tu as mentionné, Justine Anne, que vous annoncez ça à chaque année. Où est-ce qu'il faut suivre Taisez-vous? Dans quel canal il faut être acquis? Où il faut s'abonner pour avoir ces nouvelles quand elles sortent? Absolument. Donc, il faut savoir, Taisez-vous est très présent d'une part sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. J'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'on a un groupe Facebook qui s'appelle Taisez-vous Ensemble, qui est présent depuis les tout débuts de Taisez-vous et qui regroupe là, des milliers d'étudiants au Québec, qui est habité par ces personnes-là qui posent des questions, les gens répondent et donc nous, on propage aussi des nouvelles dans ce groupe-là. Donc, les réseaux sociaux, d'une part, notre infolettre, d'autre part. Si vous vous abonnez, aussitôt que vous allez sur notre site, on va vous proposer « abonnez-vous à notre infolettre » et c'est par là qu'on annonce la programmation trimestrielle avec la liste de toutes les activités, les bourses, etc. Vous pouvez en tout temps trouver l'information sur notre site Internet, taisez-vous.com. Taisez-vous, c'est comme dans thèse, donc THESEZ-vous. C'est drôle parce que le podcast s'appelle Chute et le jeu de mots, c'est avec Taisez-vous. Oui. Mais... On aime beaucoup les jeux de mots. Oui, avec la tomate aussi. Et, donc, c'est ça. Donc, je disais les réseaux sociaux, notre infolette, notre site Internet. Et il faut savoir que la programmation, elle est renouvelée à chaque session. Et donc, on envoie, par exemple, la première session de l'année commence soit en janvier ou en septembre. Là, ça dépend comment vous voyez l'année. Là, nous, on fonctionne beaucoup avec l'année universitaire encore. Là. Mais donc, en septembre, et ça veut dire que les inscriptions pour toutes nos activités de l'automne s'ouvre à la mi-août environ. Et donc, là, ça va être la même chose pour les activités d'été. Notre session d'été commence en mai et donc les inscriptions devraient s'ouvrir à la mi-avril. Donc, il faut juste être à l'affût. Puis, en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer via l'infolettre, par les réseaux sociaux, notre programmation à l'avance en disant aux gens, sélectionnez les retraites auxquelles vous voulez participer. Soyez prêts le matin des inscriptions. On annonce toujours à l'avance la date. Et là, c'est l'espèce de rituel trimestriel où les gens se rassemblent sur la plateforme au moment où les retraites sortent pour être sûr d'y avoir une place. Donc, il y a toujours cette espèce d'effervescence aussi là, avant ces moments-là où tout le monde est comme excité de savoir avec qui ils seront en retraite, quand est-ce qu'ils vont y aller, et voilà. Merveilleux. Donc, il y a plein de façons d'avoir cette information. Le groupe Facebook, je suis sûr que c'est le fun parce qu'il y a aussi ce côté échange, communication. Mais clairement, c'est simple de trouver Taisez-vous et de s'abonner à l'infolettre ou de suivre les comptes. Maintenant, une des choses dont on a parlé des locaux ou du local, on a parlé des retraites, on a parlé de la science qui est en arrière, mais si on creuse un petit peu plus, il y a plus de choses qui sont cachées derrière Taisez-vous. L'équipe, les animateurs, animatrices, aussi le cercle de recherche. Est-ce que il y en a une d'entre vous qui veut peut-être, Justine Anne peut commencer, parler de sur quoi Taisez-vous travaille en plus d'offrir ces services dont on a parlé? Absolument. Donc, je pense que quelque chose qui est intéressant de savoir puis de propager, c'est que Taisez-vous, c'est, d'abord un organisme à but non lucratif, là, on en a déjà parlé, mais qui est mené et réfléchi par et pour les étudiants au cycle supérieur. C'est-à-dire que les personnes qui œuvrent au sein de l'OBNL, on est d'abord une petite équipe d'opération, 5 employés, on est tous et toutes soit en cours de thèse ou on l'a terminé, donc on est imprégné de cette expérience des cycles supérieurs, et donc en fait, c'est ça, notre équipe d'opération réfléchit les activités en fonction de ces réalités étudiantes-là. Et Taisez-vous s'est organisé autour d'un fonctionnement qu'on va dire inspiré de la sociocratie. C'est-à-dire qu'on fonctionne par cercle. On a d'abord, évidemment, le cercle opération, qui sont les 5 employés qui reçoivent un salaire. Et on a différents cercles qui gravitent autour de ça. Je pense notamment au cercle animation, duquel Marion et moi avons fait partie avant de travailler pour Taisez-vous. Donc, qui regroupe une trentaine de bénévoles qui nous permettent, en fait, qui
rendent possibles les activités de Taisez-vous, puisque ce sont ces personnes qui, au quotidien, préparent le café, préparent le thé, accueillent les gens, animent les activités, lancent les tomates de rédaction, lancent les pauses, vont vers les gens pendant les pauses pour leur demander comment ça va, as-tu besoin de quelque chose? Ici, on a du matériel ergonomique, donc qui sont présents tous les jours dans nos activités. Donc, cette trentaine de bénévoles qui sont eux-mêmes des étudiants et étudiantes au cycle supérieur et qui, en échange de leur implication, peuvent avoir accès à nos services, soit gratuitement, soit avec un rabais. Et donc, ça, c'est un de nos cercles, peut-être les plus importants puisqu'ils sont vraiment au cœur des activités quotidiennes. Puis, on a aussi le cercle recherche dont fait partie Émilie, qui regroupe des chercheurs, des étudiants et étudiantes au cycle supérieur qui mènent des recherches pour comprendre toujours davantage, toujours mieux, quelles sont les conditions idéales pour la rédaction, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme organisme, mais aussi que peuvent faire les universités, les centres de recherche, les départements pour accompagner leurs étudiants et étudiantes dans cette période de leur parcours académique. Donc, on a ce cercle-là qui travaille à développer des outils, des méthodes. On va peut-être glisser un mot à propos de nos applications web aussi qui ont été développées, des applications web gratuites auxquelles ont accès les étudiants et étudiantes pour s'aider à structurer leur rédaction lorsqu'ils sont à distance, aussi pour rendre un peu plus ludique la rédaction dans comment est-ce qu'on peut mesurer combien de tomates on a accompli depuis le début de notre mémoire et donc voir s'accumuler le travail et donc en retirer une certaine satisfaction. Et donc, notre cercle recherche, qui œuvre depuis les débuts de Taisez-vous à soutenir Taisez-vous, à fournir à Taisez-vous des outils, des pistes de réflexion aussi. Sur son fonctionnement. Puis évidemment, on a un conseil d'administration qui est là pour nous soutenir et qui, j'ose le dire, est très impliqué dans les activités de Taisez-vous, peut-être plus que des conseils d'administration typiques et qui donnent des idées, qui participent à la création à la croissance de l'organisme, dans le sens où, au-delà des activités qu'on offre, nous, il faut qu'on ait une structure, une gouvernance, un financement qui fonctionne, qui nous permette de pérenniser l'organisme. Donc, ce sont, en tout et partout, quand même, mon Dieu, près d'une cinquantaine, voire même plus que ça, une soixantaine de personnes qui travaillent, pas nécessairement quotidiennement, mais qui y mettent beaucoup de temps, d'énergie, de cœur pour que Taisez-vous fonctionne. Donc, des fois, on a un peu l'impression que ça fonctionne un peu tout seul, cette bébête-là, mais non, il y a des gens qui y mettent énormément d'eux et elles pour que ça fonctionne. Puis ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à Taisez-vous au cours de leur parcours universitaire, qui gardent cette expérience-là. C'est un espace très formateur aussi pour des gens qui participeraient de façon bénévole ou qui travaillent de façon salariée. On apprend beaucoup, beaucoup dans le cadre de ces implications-là. De ce point de vue-là, si quelqu'un qui écoute aimerait participer à cette aventure et faire partie, par exemple, du cercle animation, comment ça se passe? Est-ce que vous faites des appels à candidature? C'est quoi la dynamique de faire partie et à un moment donné, t'es aussi quitté parce qu'à un moment donné, on fait la thèse. On gradue et on passe Mais si j'ai bien compris, même quand on oui. est chercheur, on peut venir rédiger ces articles? Absolument. Oui, tu nommes deux choses vraiment intéressantes. Là. La première étant qu'effectivement, on a beaucoup parlé du membership étudiant. Évidemment, ce sont des services qui sont pensés pour les étudiants, mais plus Taisez-vous grandit, plus, en fait, on a dans notre communauté des gens qui ont gradué, qui ont terminé leur mémoire, leur thèse, qui parfois se sont lancés dans un post-doctorat, qui ont obtenu un poste de professeur à l'université et donc qui nous disent « Oh, je veux encore faire partie de cette communauté, je veux pas la quitter, je veux continuer de profiter des services de Taisez-vous. » Et c'est pour cette raison qu'a été créé un membership diplômé pour permettre, en fait, aux personnes qui ont diplômé, qui ont des postes de prof ou qui sont, par exemple, au post-doctorat, de continuer de profiter de nos services. Et donc, on a une certaine portion de notre communauté qui sont ces personnes-là qui viennent quotidiennement à l'espace, qui participent aux retraites. Donc, à savoir, c'est possible, même si vous êtes très près de la fin ou si vous êtes déjà passé la graduation, vous pouvez quand même venir à Taisez-vous. Ensuite, pour les personnes, c'est ça qui nous écoutent puis qui auraient peut-être envie de participer, de s'impliquer comme bénévole, je pense que notre première suggestion, ce serait de dire, venez tâter le pouls, venez participer aux activités pour voir comment ça se passe, parce que le processus de recrutement se fait le plus souvent de façon très organique, c'est-à-dire que des gens qui participent à nos activités, qui sont présents à l'espace, qui sont présents dans nos activités en ligne, nous disent « Ah, moi, il me semble que je suis tout le temps là, j'aimerais ça comme être bénévole. » Et une fois, souvent par session, on va lancer un appel, on va dire
on cherche des bénévoles, est-ce qu'il y a des gens qui seraient volontaires? Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui nous écrivent, et vous pouvez le faire, qui nous écrivent à info@taisez-vous.com pour nous dire « Hey, je trouve ça vraiment chouette, j'aimerais participer, est-ce que je peux être bénévole? » Et là, on va leur dire « Hey, on garde ton nom en banque lorsqu'on aura des besoins, on te recontacte. » Puis, il faut savoir que notre équipe d'animation, oui, ce sont des gens qui viennent animer à l'espace, préparer le café, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé des gens qui sont là en ligne aussi, parce qu'on a toute une série d'activités en virtuel qui sont offertes, notamment pour soutenir les étudiants qui sont hors de la ville de Montréal, faut le dire, parce que éventuellement, on sera peut-être implanté ailleurs physiquement aussi, mais qui animent des journées de cohortes en ligne, qui font les gens se lever et danser pendant les pauses alors qu'on est en ligne. Tu sais, c'est aussi un contexte qui est pas évident. Là, on l'a vécu avec la pandémie, donc de travailler en ligne. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes à distance puis que vous avez envie de participer à cette communauté-là, vous pouvez animer des activités en ligne. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez venir sur place pour nous en parler. On est toujours très, très ouverts. Maintenant, j'ai une question potentiellement pour Émilie. Étant donné que tu fais partie du cercle de recherche, est-ce que peut-être tu peux parler de vers où vous tournez votre attention en ce moment? Et après, je voudrais peut-être une question plus à vous trois. Comment vous voyez Taisez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, sur la base de l'expérience de ce que vous faites déjà, mais aussi les recherches que vous développez? Où est-ce que vous pensez que le projet peut s'en aller? Ce serait quoi un idéal? On voit grand. Oui, merveilleux. Parlant de voir grand, nous, même avant la pandémie, on s'était dit que les services en ligne étaient une bonne chose. Donc, on avait proposé un projet au FRQSC, Action concertée. D'ailleurs, on les remercie, et le ministère de l'Éducation pour la subvention qu'on a obtenue, qui nous a permis de développer 2 applications web qui permettent de favoriser la motivation, le sentiment d'appartenance à la communauté, le monitorage réaliste là, de notre rédaction. Donc, c'est vraiment un environnement qui est ludique. Donc, Jardin, c'est un endroit où on accumule des tomates. On a notre petit jardin avec, par exemple, un petit avatar là, qui nous est attribué, un mouton ou une chèvre. Puis, on accumule notre petit jardin de tomates. On peut regarder aussi les statistiques de la communauté. Est-ce que tout le monde, ensemble, on arrive à atteindre des objectifs de rédaction? On n'est vraiment pas dans la compétition, il faut le savoir. Donc, c'est vraiment soi-même pour voir ce qu'on est capable réalistement de réaliser, par exemple, dans une semaine ou dans un mois. Donc, ça, c'était l'idée de jardin. Chrono, c'est plus pour la gestion du temps, la fixation d'objectifs et aussi pour la déconnexion. C'est une espèce de map monde où on voit en ce moment en temps réel qui rédige en ce moment dans le monde. Et lors des pauses, donc dans les 10 minutes, le clavardage est ouvert et ça permet de discuter avec les personnes qui sont en ce moment en train de rédiger au même moment que soi. Donc, ces 2 applications-là ont été conçues, élaborées par des étudiants et étudiantes au cycle supérieur qui ont participé à cette recherche-action partenariale qu'on a menée avec l'organisme Taisez-vous et aussi un partenaire de développement web, FJNR, qui ont été vraiment d'une grande importance dans le projet. Donc, on a développé ça pendant 3 ans. On est parti des besoins. On a vraiment été à la base. C'est quoi vos besoins en termes de soutien numérique là, pour vous soutenir dans votre rédaction académique à la maison? Parce que, comme le disait Justine-Anne, l'espace Taisez-vous est seulement à Montréal pour le moment. Donc, on souhaitait là, élargir les horizons puis pouvoir répondre aux besoins d'une plus grande densité d'étudiants au cycle supérieur. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui a été fait là, par rapport au numérique. On a aussi fait des études sur l'impact des retraites de rédaction et sur les cafés de rédaction aussi. Là. Donc, ce que Marion parlait un peu plus tôt, de se réunir dans des cafés. Donc, on a une chercheuse qui a aussi travaillé sur cet aspect-là. Le volet aussi par rapport aux femmes, aux études supérieures. Donc, on a été dans cette voie-là aussi. Puis, ce qu'on voit pour l'avenir, c'est de continuer. On aimerait bien, s'ils le souhaitent, continuer de travailler avec Taisez-vous pour développer d'autres projets de recherche. Moi, j'ai plein d'idées, notamment l'intelligence artificielle et la créativité en rédaction. Donc, comment on pourrait faire allier toutes ces nouvelles technologies-là pour soutenir la rédaction académique, dans quel contexte. Donc, on souhaite continuer à évoluer avec la science, là, mais aussi continuer à travailler avec l'organisme pour développer d'autres projets de recherche qui vont s'assurer qu'on fait les bonnes choses là, pour les bonnes personnes.
Oui, puis en plus des objectifs numériques pour l'avenir, je pense qu'on a aussi très envie de faire une différence d'un point de vue humain, de s'intéresser aux différents parcours dans le milieu académique de personnes qui vivraient certaines inégalités et donc de réfléchir à comment adoucir peut-être le parcours pour ces personnes-là. On pense à certaines activités aussi qu'on organise spécifiquement pour les personnes issues des communautés BIPOC, donc on pense aux personnes autochtones, aux personnes de couleur, qui vivent énormément de défis dans le milieu académique, donc d'organiser des espaces qui leur sont réservés pour discuter des enjeux qu'ils vivent, pour échanger sur les meilleures pratiques de rédaction, etc. Et en ce sens, ben je pense qu'on a on a l'ambition d'autonomiser aussi les universités et d'autres entités comme des départements, des facultés, des centres de recherche pour qu'ils organisent par eux et elles-mêmes des activités de rédaction qui comprennent quelles sont les meilleures conditions pour leurs étudiants et étudiantes. Parce que bien sûr, bien qu'on ait envie d'offrir des services et des activités à l'ensemble de la communauté étudiante du Québec, c'est évident qu'on ne peut pas rejoindre tout le monde, mais on fait de plus en plus de partenariats avec ces personnes issues des universités. On offre des activités sur mesure, on organise que ce soit des retraites urbaines, que ce soit des cohortes de rédaction, on les aide, on les soutient dans la mise en place de petits espaces qu'ils veulent dédier à la rédaction. Donc ça, c'est une vision qu'on a pour le futur aussi, de dire comment est-ce qu'on peut déployer, partager les connaissances qu'on a acquises au sein de Taisez-vous, qu'on a développées, une certaine expertise aussi qui est de plus en plus en demande. Puis ça, on a soif de ça. On sent que les gens veulent aller dans cette direction-là. Les gens nous écrivent pour savoir, pouvez-vous venir animer tel truc? Est-ce que vous pourriez nous donner tel ou tel atelier? Parce que j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'on offre aussi un certain nombre d'ateliers pour soutenir les étudiants, par exemple, dans la rétro-planification. Comment est-ce qu'on fait pour attaquer un projet d'une si grande envergure qui est un mémoire ou une thèse, puis comment le découper en plus petits morceaux? On pense aux objectifs SMART, une technique qui est déjà connue, mais qu'on a adaptée pour la rédaction académique. Puis, on pense à des activités aussi structurantes comme nos écoles d'été sur les demandes de bourse qui permettent d'accompagner les étudiants qui doivent, pour la plupart, déposer des demandes de subventions aux grands organismes subventionnaires provinciaux, fédéraux et qui font ça pour la première fois. C'est aussi toute une attitude, tout un savoir écrire qui est pas le même que celui que la rédaction académique demande. Et donc, on a aussi un certain nombre de connaissances à ce niveau-là qu'on essaie de déployer, qu'on essaie de partager. Donc, c'est de rendre ça le plus accessible possible puis de le faire en collaboration avec les gens qui vivent ces réalités-là pour qu'on s'adapte à eux et elles. Et pas juste de leur dire, voici comment faire, allez, faites-le, mais de dire, OK, mais toujours dans la rétroaction, toujours dans la réflexivité aussi. Puis ça, certains pourront dire que ça ralentit certains de nos processus, mais on est très, très réflexif, très critique par rapport aux approches qu'on a. C'est pour ça qu'on offre une programmation qui change à chaque trimestre aussi parce qu'on se pose des questions. Est-ce que c'était le bon horaire? Est-ce que c'était la meilleure façon de faire? Est-ce que là, on était vraiment allé chercher la communauté qu'on voulait aller chercher? Et donc, ça fait partie de nos ambitions pour le futur, je pense. Vous avez parlé des gens qui sont passés par Taisez-vous et qui maintenant ont avancé vers une autre phase de leur vie professionnelle. Est-ce que eux, le cercle recherche va leur parler et essayer de comprendre un peu c'est quoi leur cheminement après? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Parce que moi, et en pensant à tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant dans le projet, c'est la rédaction par rapport au reste du travail de thèse, c'est beaucoup plus contenu dans le temps, mais c'est un moment où il y a plus de pression. C'est un moment où il y a beaucoup de gens qui font des arrêts de thèse. Et un projet comme le vôtre peut juste apporter, surtout avec votre effort de partager de la connaissance, partager les méthodes, ça peut juste apporter du positif à la communauté et à la santé mentale dans le milieu des études supérieures. Ce serait intéressant de savoir où sont ces personnes qui sont passées à travers Taisez-vous, et ma curiosité, c'est de savoir si eux, des fois, ils viennent parler aux gens qui sont maintenant en rédaction. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez... auquel vous avez pensé? Non, on n'avait pas ce projet de recherche-là en tête spécifiquement, mais c'est une activité qu'on essaie des fois de faire, là, d'inviter des gens qui ont terminé, qui ont diplômé, pour parler de leur expérience, notamment à la 100e retraite. Taisez-vous, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de montrer différents parcours parce qu'il n'y a pas la seule voie du professeur d'université là que la thèse peut nous amener à avoir. Donc, il y a différentes voies possibles, différents
professions là, dans lesquelles on peut très bien s'investir et être heureux. Donc, ça, c'est important pour nous de faire voir ça aux étudiants et étudiantes. Par rapport aux étudiants qui ont gradué puis qui ont passé par des activités Taisez-vous, donc se sont imprégnés des valeurs, des façons de faire, puis de la solidarité qui se dégage là, dans les activités Taisez-vous. Je pense que ça a un effet vraiment mobilisateur là, auprès de ces personnes-là avec leurs collègues. Donc aussi là, de disséminer un peu cet esprit-là de collaboration, de non-compétition dans la vie académique. Donc, par exemple, les professeurs, maintenant, la collaboration au niveau de la rédaction des articles scientifiques, de rédiger à deux en compagnie des autres ou de s'organiser des activités et d'être moins dans le « je vais obtenir la subvention, mais pas toi », mais plutôt collaborer. Donc, on espère que le passage à Taisez-vous peut... mais ça serait un beau projet de recherche là, de voir quels sont maintenant les éléments qu'on retient du passage à Taisez-vous. Oui, puis si je peux ajouter, je pense qu'on observe de plus en plus que les gens qui nous écrivent pour qu'on aille organiser ou animer des activités de rédaction structurée dans les universités, ce sont des gens qui ont bénéficié des services de Taisez-vous. Et on parlait récemment avec un responsable là, des services à l'apprentissage, d'aide à l'apprentissage, pas trop d'une certaine université, qui nous disait « Mais j'ai pas le choix de travailler avec vous. Toute mon équipe a gradué grâce à Taisez-vous. Tout le monde n'arrête pas de dire « Si Taisez-vous avait pas été là, j'aurais pas fini ma thèse. On veut organiser des activités Taisez-vous. » Il m'en parle toute la journée. Je peux pas passer à côté. Fait que c'est comme si ces personnes qui sont passées à travers, comme tu dis, qui se sont imprégnées là, des valeurs de Taisez-vous, finalement, souhaitent reproduire ce modèle-là, reproduire cette ambiance-là dans leur milieu de travail, dans le milieu universitaire. Puis on reçoit des échos, on reçoit de nombreux échos de ça. Puis ça, c'est toujours extrêmement valorisant et extrêmement motivant à poursuivre notre mission, finalement. Merci, Émilie, Justine-Anne, Marion, pour tout ce que vous avez partagé. Je trouve ce projet très, très inspirant. Comme je dis, moi, ma fin de thèse était difficile. J'avais un enfant qui s'en venait aussi, et d'ailleurs, à ma défense, il était déjà arrivé. Mais ce que je trouve très inspirant dans ce projet, c'est que on part en thèse, ça va être, dépendamment d'où on est sur la planète, 3 ans. 4 ans, 5 ans, 6 ans, en tout cas, ça dépend d'où on est, mais de recherche, d'apprendre des techniques, d'aller chercher des données. Et après, arrive ce moment où le temps commence à passer d'une façon différente, c'est la rédaction de la thèse. Le temps passe d'une façon différente. Des fois, il y a plus d'argent, Justine l'a mentionné, qui rentre, et là, il faut quand même rédiger pour pouvoir défendre et diplômer à la fin. Donc, il y a plus de pression, il y a plus de stress, il y a une procrastination qui s'en vient parce que là, on n'est plus dans un contexte où on est en équipe de recherche, en tout cas, dépendamment aussi, il y a des gens qui passent toute une thèse tout seul aussi, là, dépendamment des domaines, mais cette combinaison un peu explosive d'isolement et de procrastination et de pression et de stress, j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'essayer de trouver la potion magique qui fait que on est capable de passer avec un certain plaisir et surtout pas isolé dans une communauté, en apprenant à écrire en écrivant, en gagnant des outils. Et moi, je peux juste donner mon support 100% à ce projet. C'est pour ça que j'ai choisi de venir vous parler et de mettre de l'avant Taisez-vous. Je pense que tous les auditeurs, auditrices Au-delà de la thèse avec Papa PhD vont pouvoir être inspirés et vont pouvoir aussi se dire, s'ils sont dans cet isolement, s'ils sont dans ce stress, se dire « Ok, non, il y a une clé à ce problème et c'est pas tout seul que je vais la trouver. » Et je peux aller suivre Taisez-vous. Si je suis à Montréal, je peux aller participer, je peux aller à des activités, je peux aller à des retraites. Je peux aussi en ligne participer et utiliser les outils numériques. Donc, je suis juste super heureux après avoir appris plus dans cette heure que j'ai passée avec vous sur le pourquoi, sur votre pourquoi d'avoir lancé le projet et de continuer de vouloir le faire avancer. Je suis juste très très heureux que vous m'ayez accordé cette heure avec moi et j'espère que ce projet grandisse et que les petits enfants de Taisez-vous aillent de plus en plus dans le milieu académique, mais pas seulement. Et passe cette bonne nouvelle, partage ces techniques et renvoie des gens vers vous
pour les aider dans ce moment un peu critique pour beaucoup de monde qui est de s'asseoir et de rédiger, de mettre un mot devant l'autre jusqu'à avoir à la fin cette thèse, ce tome qu'on va déposer et que là, on peut aller défendre et diplômer. Donc, je vous remercie énormément. C'était un plaisir d'être ici avec vous dans les locaux. Merci de cette heure que vous avez partagée avec moi et avec l'auditoire de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Merci encore infiniment pour l'invitation. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis, si vous êtes curieux, venez nous visiter, écrivez-nous. Puis, on est là pour vous. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine et dans le contexte du Podcaston 2024 avec Émilie Tremblay-Ragg, Justine-Anne Rowell et Marion Gingras-Gagné de l'équipe Taisez-vous. L'idée du Podcaston, c'est de mettre de l'avant des associations, des organisations à but non lucratif issues de la communauté et de te permettre à toi d'y apporter ton support, que ce soit avec un don ou en participant au projet. Si le projet Taisez-vous t'intéresse, consulte les notes d'épisode et n'hésite pas à rejoindre leur équipe. Merci